Et donc, ils ont dû trouver une nouvelle justification. Trouver une nouvelle justification pour le pouvoir américain est devenu un peu une blague. Le besoin d'un nouvel ennemi. Nous devons trouver un nouvel ennemi. Les gens disaient à plusieurs reprises, à moitié en plaisantant, qu'ils regrettaient la guerre froide. Mais ce n'était qu'à moitié en plaisantant, parce qu'ils regrettaient la guerre froide et ils voulaient la recréer. Évidemment, si vous cherchez un ennemi, vous finirez trampo pour un ennemi. Bonjour à tous, je suis Pascal Lotaz de Neutrality Studies et aujourd'hui j'ai avec moi un chercheur fantastique de l'Université de l'Arizona. Je parle au professeur David Gibbs, un professeur d'histoire qui a écrit de nombreux livres importants nous aidant à comprendre les États-Unis contemporains, parmi lesquels Revolt of the Rich, How the Politics of the 1970s Widened America's Class Divide. Et celui sur lequel nous voulons nous concentrer aujourd'hui en particulier est First Do No Harm, Humanitarian Intervention and the Destruction of Yugoslavia. Tout d'abord, nous parlerons des néoconservateurs et de leur désir éternel d'intervention humanitaire. Alors, David, bienvenue. Merci de m'avoir invité dans votre émission. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Vous aviez ce segment merveilleux il y a quelques années à l'Université d'Oxford. Vous avez débattu avec l'un des responsables de la stratégie d'intervention à l'époque, et nous en parlerons dans la deuxième partie en particulier. Mais l'une des choses les plus importantes ici est que vous avez une vision très claire de cette ligne de pensée aux États-Unis, dont nous parlons souvent aussi sur cette chaîne, à savoir les néocons. Ce mouvement néoconservateur et leur ensemble, eh bien, bellicisme, je dirais en termes simples. Pourriez-vous peut-être nous en dire un peu plus sur les néocons et d'où ils viennent? Le néoconservatisme, comme on l'appelait, est vraiment devenu l'idéologie dominante de l'establishment de la politique étrangère, d'abord aux États-Unis et maintenant très clairement en Europe également, presque au point qu'il n'a pas de concurrent, du moins pour le moment. L'essence du néoconservatisme pour la politique étrangère est une sorte de militarisme extrême et de dépendance à la force militaire, et une dévalorisation ou un mépris des négociations, avec une certaine conviction que la force militaire, suffisamment de force militaire, résoudra les problèmes, résoudra presque tous les grands problèmes internationaux. Le besoin de force militaire est vraiment plus une question d'attitude, que les États-Unis sont si puissants, l'OTAN est si puissante, qu'il ne s'agit que d'une question de volonté et de détermination idéologique parmi les décideurs pour atteindre les objectifs. Cela est maintenant pleinement testé au Moyen-Orient et de manière encore plus spectaculaire en Ukraine. Maintenant, l'origine. Eh bien, devrais-je m'arrêter et aborder l'origine de cette idéologie, ou voulez-vous me poser une question? Non, non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Les origines. J'ai eu une conversation une fois avec Michael Brenner sur cette chaîne, et il a déjà parlé des origines. Mais je me demande d'où vous pensez que cela vient. Eh bien, les origines remontent clairement aux années 1970, et le contexte était l'échec américain au Vietnam, et cela a été appelé le syndrome du Vietnam. Plus précisément, l'Amérique perdait la guerre au Vietnam et a finalement perdu la guerre au Vietnam. Pour une grande puissance, perdre une guerre est extrêmement dommageable et humiliant, et cela a causé d'énormes dommages à la crédibilité de l'Amérique dans le monde entier. Je veux dire, aucun des alliés de l'Amérique n'était prêt à soutenir les États-Unis. Même la Grande-Bretagne ou le Canada n'étaient pas disposés à envoyer des forces de combat au Vietnam. L'Australie l'a fait, et la Corée aussi, donc il y avait quelques exceptions. Mais de manière générale, la guerre était extrêmement impopulaire en Europe.
Il y avait beaucoup plus d'indépendance, je devrais ajouter, en Europe, qu'il n'y en a aujourd'hui parmi presque toutes les puissances européennes. Vous savez, aujourd'hui, il semble que les puissances européennes fassent tout ce que les États-Unis leur disent de faire. Ce n'était pas le cas auparavant, pendant la guerre froide, et le Vietnam en a été une démonstration dramatique. De plus, je me souviens avoir entendu à l'université un discours de Harold Wilson, qui avait été l'ancien Premier ministre de la Grande-Bretagne. Dans son discours, je me souviens qu'il disait que dans les années 1960, le président Johnson l'avait supplié d'envoyer juste un contingent britannique symbolique pour défiler autour de Saïgon et montrer un soutien britannique symbolique pour la guerre. Et il a simplement refusé catégoriquement, ce qui reflétait le fait que la guerre était perdue, et personne ne veut s'impliquer dans la perte d'une guerre. Donc, il y avait cela. Maintenant, sur le plan intérieur, les dégâts étaient encore plus importants, parce que l'établissement de la politique étrangère, l'armée, la CIA, la présidence et tous les groupes de réflexion associés, ce que nous appelons l'établissement de la politique étrangère en Amérique, avaient tous été massivement discrédités par la guerre du Vietnam, par l'incompétence de la guerre et tous les rapports de brutalité. Il y avait le rapport du massacre de My Lai, où les forces américaines ont massacré 500 personnes, principalement des femmes et des enfants, sans aucune opposition. Et puis, il y a eu les Pentagon Papers, la publication de l'histoire du Pentagone, secrètement rédigée par le Pentagone lui-même, qui a été divulguée par un initié du Pentagone dont la conscience le tourmentait, Daniel Ellsberg. Je me souviens avoir grandi en l'admirant beaucoup. Il a divulgué les Pentagon Papers au New York Times. Pour paraphraser ce qu'Ellsberg lui-même a dit, cela montrait que 4 présidents américains, l'un après l'autre, de Truman jusqu'à Johnson, avaient menti et menti et menti. C'est l'expression qu'il a utilisée, menti et menti et menti. Et tout cela a beaucoup nui à la capacité de l'Amérique à projeter sa puissance à l'étranger. Il y a eu une diminution des dépenses militaires au niveau le plus bas de la guerre froide. Le Sénat a tenu des auditions sur la Central Intelligence Agency sous la direction du sénateur Frank Church, qui étaient de véritables auditions d'enquête qui ont attiré une attention énorme. Et vous savez, elles ont révélé toutes sortes de choses très troublantes sur la CIA. Renversement de gouvernement, guerre secrète, assassinat, mensonge au public, espionnage illégal de citoyens américains. Et vous savez, tout cela signifiait que les principales institutions de politique étrangère et de sécurité intérieure, comme le FBI, étaient discréditées. Tout cela a affaibli la capacité de l'Amérique à agir en tant que superpuissance et à projeter sa puissance à l'étranger dans l'hémisphère sud. Les pays du tiers-monde, comme nous les appelions autrefois, agissaient ouvertement, de manière irrespectueuse et combative envers les États-Unis et aussi envers les entreprises américaines, je devrais ajouter. Et c'était donc le contexte. Le néoconservatisme était une réaction contre cela. Il y avait toute une série d'intérêts acquis. Eh bien, les néoconservateurs étaient, par le terme « néo », des anciens libéraux. Certains d'entre eux avaient même des associations de gauche dans leur jeunesse. Un certain nombre d'entre eux venaient de milieux trotskistes dans les années 1930, et ils étaient très perturbés par le manque de respect pour les institutions de politique étrangère. Il s'agissait principalement de vieux universitaires et écrivains. Certains des meilleurs écrivains du pays, en fait, souvent associés à des causes libérales par le passé. Ils ont viré à droite. Ils ont également viré à droite sur la politique intérieure. Mais c'est principalement en matière de politique étrangère qu'ils ont apporté leur contribution. Il y avait un sénateur de l'État de Washington, un démocrate nommé Henry Jackson, Scoop Jackson, comme on l'appelait, et il était la figure majeure au Sénat. Il avait sous lui un personnel composé de figures éminentes.
Il n'était pas lui-même un intellectuel, mais il avait des intellectuels sous ses ordres, des néoconservateurs, qui ont fourni la base idéologique pour le programme politique qu'il a poussé au Sénat avec un effet énorme. Et cela a été fortement financé par le complexe militaro-industriel et par de grandes entreprises également, qui voyaient le déclin de la projection de puissance des États-Unis à l'étranger comme une menace majeure pour leurs intérêts. Ainsi, cette campagne d'influence énorme a été lancée par eux à travers une série de groupes de pression visant à orienter non seulement la politique dans une direction plus militariste, mais aussi l'ensemble du climat d'opinion et de discussion. C'est ce que j'appelle le lobbying profond. Nous ne faisons pas que du lobbying auprès du gouvernement. Vous faites du lobbying partout et vous changez le climat d'opinion. Et cela a été extrêmement réussi. À la fin de la décennie, sous la présidence de Carter, il y a eu un changement fondamental, loin de choses comme la détente. Il y avait une politique de détente pour avoir une relation coopérative avec l'Union soviétique, pour s'engager dans des échanges économiques avec eux, pour avoir des traités sur les armes nucléaires, le traité de limitation des armements stratégiques, etc. Tout cela a essentiellement pris fin à la fin des années 1970. Le néoconservatisme est alors devenu l'idéologie et la politique dominante, d'abord dans la seconde moitié de la présidence de Carter, puis pendant la présidence de Reagan et jusqu'à la fin de la guerre froide. Encore une fois, cela reposait sur l'idée de ne pas négocier, de manière générale, et d'utiliser la force militaire et l'intimidation militaire autant que possible. Et vous savez, le sénateur Jackson lui-même est mort d'une crise cardiaque en 1983. Mais ses principaux collaborateurs, des personnes comme Richard Perle et Paul Wolfowitz, ont occupé des postes de haut niveau au Pentagone pendant la présidence de Reagan. Ils se sont appelés les démocrates de Scoop Jackson, qui sont devenus les républicains de Scoop Jackson. Les néoconservateurs ont navigué entre les deux partis politiques, entrant et sortant, selon celui qui était le plus avantageux de leur point de vue. Et ainsi, cela est devenu l'idéologie dominante dans les deux partis, dans une large mesure. Et cela a inversé le syndrome du Vietnam. Cela a inversé les politiques associées au syndrome du Vietnam, qu'ils qualifiaient de faiblesse. Cela a largement, je pense, par des tactiques de peur, convaincu le public. Je veux dire un élément clé ici, il y avait un certain nombre d'événements qui ont été cités. L'une était la révolution iranienne, qui a été attribuée à l'Union soviétique par de nombreuses personnes. Bien que cela n'ait aucun sens, car si vous regardiez réellement ce qui s'est passé lors de la révolution iranienne, la nouvelle République islamique était farouchement anticommuniste et anti-soviétique. Ils ont réprimé le Parti communiste, le Parti Tudeh en Iran. Néanmoins, dans l'hystérie associée à la révolution iranienne, il y avait beaucoup d'hystérie aux États-Unis. Ces nuances ont été perdues. Un événement encore plus important a été l'invasion soviétique de l'Afghanistan, qui je pense a vraiment tout changé, et cela s'est produit à la toute fin 69. Dois-je entrer dans plus de détails sur l'Afghanistan ou voulez-vous me poser une question? Voulez-vous intervenir? Should I go in more detail into Afghanistan, or again, do you want to ask me a question? Do you want to interject anything? Yeah, I do have a question, which is like, Oui, j'ai une question qui concerne cet élément que vous mentionnez, à savoir que les néoconservateurs, depuis les années 70, ont réussi à passer des démocrates aux républicains. Est-ce quelque chose qu'ils continuent jusqu'à aujourd'hui? Et d'après tout ce que vous me dites, cette incapacité ou ce refus de négocier, si c'est un élément central du néoconservatisme, cela me semble très très proche de l'idée de Donald Trump de la paix par la force. Y a-t-il déjà eu une administration après les années 1970 qui n'était pas dominée par les néoconservateurs? Pas vraiment. Je pense que Trump lui-même est sceptique. Je vois beaucoup de preuves au cours des 8 dernières années
du scepticisme de Trump envers le néoconservatisme. À l'origine, lorsqu'il s'est présenté à la présidence en 2016, l'une de ses positions était de meilleures relations avec la Russie, rejetant une position clé des néoconservateurs qui est la confrontation et éventuellement la guerre avec la Russie. Mais il était très sceptique à ce sujet, et je pense qu'il reste sceptique. Néanmoins, il a embauché beaucoup de néoconservateurs lors de sa première présidence. Il a engagé un certain nombre de figures clés très étroitement associées aux néoconservateurs pour sa présidence. Il est sur le point d'entrer Marco Rubio en particulier, le secrétaire d'État, et donc il le fait. Je pense que l'un des problèmes que vous avez est que l'establishment de la politique étrangère est tellement influencé par le néoconservatisme qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'alternatives à cela. Je veux dire, il y en a quelques-unes. Je pense que vous avez probablement eu dans votre émission des personnes comme Jeffrey Sachs et John Mearsheimer, mais ce sont des exceptions rares. Et donc, si vous voulez des personnes considérées comme des experts en politique étrangère avec de l'expérience, en général, elles ont principalement accepté l'idéologie néoconservatrice. C'est remarquable à quel point elles ont vraiment eu, nous entendons parfois l'expression, la longue marche à travers les institutions. Les néoconservateurs ont réussi cela avec grand succès, et ils ont fondamentalement changé toute la manière de parler de la politique étrangère dans une direction beaucoup plus dure. Un autre point à ce sujet avant de partir. L'Afghanistan est un point important, car c'est ce qui a vraiment cimenté l'idéologie néoconservatrice. Cela a également établi un précédent pour l'Ukraine. Mais un point que je veux noter d'abord est ce que j'appellerais l'israélisation du néoconservatisme, en ce sens que c'était une période où Israël devenait respecté en tant que force militaire. En particulier, il se réfère à la guerre de 1967, au cours de laquelle Israël est entré en guerre avec 3 voisins arabes et a vaincu les 3 en 6 jours. Et il n'y a aucun doute, je veux dire, il y a un côté arabe ainsi qu'un côté israélien à cette guerre. Donc, je ne vais pas entrer dans cet aspect. Ce que je veux souligner, c'est que la performance militaire d'Israël a été très impressionnante dans cette guerre. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et je pense que beaucoup de gens aux États-Unis, à commencer par le sénateur Jackson lui-même, considéraient Israël comme un modèle de ce que les États-Unis devraient faire. C'était une période où les États-Unis perdaient une guerre au Vietnam. Israël semblait montrer aux États-Unis comment vraiment gérer les pays du tiers-monde combatif. Et ils étaient très efficaces dans leur gestion. C'est ainsi que cela semblait, à l'époque du moins. Et donc je pense qu'il y avait une certaine idée qu'Israël nous montrerait la voie pour dépasser le syndrome du Vietnam. Et aussi, un autre point est que les Israéliens, en général, ce n'est pas vrai à 100%, mais en général, ont tendance à mépriser les négociations avec leurs voisins arabes. Encore une fois, la force militaire résout les problèmes. Netanyahou est le point culminant de cette idée. Mais je pense que de manière générale, cela a été une position israélienne pour la plupart. Il y a des exceptions. Nous savons maintenant, bien sûr, qu'Israël a négocié avec l'Égypte pour mettre fin à l'occupation israélienne du Sinaï. Pour la plupart, cependant, ils ont une très forte préférence pour la guerre, et particulièrement pour la guerre offensive. Je veux dire, l'armée israélienne, une chose qu'ils ont faite, si vous êtes une personne militaire, et que vous êtes allé dans l'une des académies de service, West Point, ou Annapolis, ou Sandhurst en Grande-Bretagne, ou Saint-Cyr en France. Vous êtes formé dans ce qu'on appelle le culte de l'offensive, que les vrais officiers militaires, les compétents, attaquent et battent l'ennemi par l'offensive. Un officier faible défend, vous savez, et les Israéliens étaient très orientés offensivement, ce qui était très attrayant pour le personnel militaire.
Et donc je pense que cela a offert un modèle de ce que les États-Unis pourraient être. Et c'est devenu l'idée des néoconservateurs. Il y a eu beaucoup de débats aux États-Unis sur la question de savoir si Israël contrôle la politique étrangère américaine ou si l'Amérique contrôle Israël. C'est très difficile à distinguer vraiment, parce que toute l'idée israélienne est dans le gouvernement américain. Son idéologie est très similaire et elle est basée sur l'expérience d'Israël. Je veux avancer dans la chronologie, mais j'ai encore un point à poser ou une observation à ajouter ici, à savoir que j'ai eu ces discussions aussi avec Arthur Moigny et Chris Mott sur les origines de la politique étrangère des États-Unis. Et ils ont retracé cette idée de politique étrangère des États-Unis jusqu'à Washington et Jefferson. Les Washingtoniens pensaient que, vous savez, les jeunes États-Unis ne prosélytisent pas, ne vont pas à l'étranger. Et comme l'a dit John Quincy Adams, nous ne cherchons pas de monstres à l'étranger, n'est-ce pas? Et puis il y avait les Jeffersoniens, qui étaient beaucoup plus interventionnistes dès le début. Les Lumières, nous devons les réaliser. Nous sommes cette première expérience nationale qui doit changer le monde à son image. Est-il, selon vous, juste de dire que les néoconservateurs ont hérité de cette tendance, de la façon dont les États-Unis se perçoivent comme un modèle, et comment ils se réimplantent à l'étranger? Ou est-ce que je vais trop loin? Ils se sont certainement présentés en termes idéologiques, comme vous le décrivez, en tant qu'héritiers de Jefferson et encore plus de Woodrow Wilson. Ils ont mis l'accent sur l'idéalisme et la nécessité d'exporter la démocratie américaine. La démocratie est bonne, et les États-Unis établiront par la force militaire la démocratie dans le monde et protégeront les gens des dictateurs. Plus tard, ils ont développé le concept des droits de l'homme, dont je parlerai. Il a été utilisé de manière cynique, je dirais cela. Je pense que ce qui les intéressait, c'était le pouvoir et l'avancement institutionnel, en particulier le complexe militaro-industriel et l'établissement de la politique étrangère. Je pense que l'accent mis sur l'idéologie en termes d'altruisme était principalement pour les relations publiques, du moins au début. Et nous le savons, parce qu'à l'origine, les néoconservateurs mettaient l'accent sur le pouvoir et la nécessité pour l'Amérique d'utiliser le pouvoir pour nous défendre contre l'agression communiste. Mais aussi, nous sommes une grande puissance, et les grandes puissances projettent. Ils ont donc principalement adopté un point de vue ultra-réaliste, pourrait-on dire. Bien que des personnes comme John Mearsheimer noteraient qu'ils avaient tendance à jeter la prudence au vent. Un réaliste sérieux, selon lui, est prudent, alors que les néoconservateurs ne sont rien d'autre que prudents. Mais le pouvoir était vraiment ce qu'ils mettaient en avant, du moins en privé et dans une certaine mesure publiquement. Cependant, ils ont fini par réaliser en privé qu'il y avait un très fort désir public pour une politique étrangère axée sur les droits de l'homme. Et ils ont compris qu'ils pouvaient utiliser cela efficacement comme justification pour la projection de la puissance américaine à l'étranger. En privé, l'un des principaux conservateurs de New York, Daniel Patrick Moynihan, qui était professeur à Harvard et plus tard sénateur de l'État de New York, a dit « Vous savez, j'ai l'intuition que cette idée des droits de l'ONU est notre arme secrète. » C'est ce qu'il a dit, « notre arme secrète. » Et en effet, je pense que cela a réussi au-delà de son intention initiale. Il parlait dans les années 70 lorsqu'il a écrit cela. Et encore, c'est quelque chose qui a été dit en privé. Et donc je pense qu'ils voyaient cela comme leur arme secrète. Depuis la fin de la guerre froide, et en fait depuis la fin des années 70, les néoconservateurs ont commencé à utiliser une rhétorique morale, affirmant que l'Amérique a un but moral d'utiliser le pouvoir à l'étranger. Mais je pense que c'était plus une excuse de propagande astucieuse qu'une motivation authentique. Du moins, cela a commencé ainsi. En général,
lorsque les gens commencent à utiliser la propagande sur de longues périodes, ils finissent par y croire eux-mêmes. Cela a bien pu se produire. Mais je ne pense pas qu'il y ait de doute qu'au début, ce n'était qu'une manœuvre stratégique de leur part et une forme astucieuse de relations publiques. Tout cela va ensemble, parce qu'à la fin de la journée, une idéologie doit avoir du sens à certains niveaux. Habituellement, elles se désagrègent à d'autres, mais au moins superficiellement, elles doivent avoir du sens. Et maintenant, quand nous avançons, je veux dire l'Afghanistan, puis les années 1980, et Reagan a dit célèbrement, « Oui, eh bien, nous allons dépenser plus que l'Union soviétique. » Et ce récit est resté, surtout après l'effondrement de l'Union soviétique. Bien que Jack Matlock, le dernier ambassadeur américain en Union soviétique, continue d'insister même aujourd'hui sur le fait qu'ils ont négocié la fin de la guerre froide. Ce qui, en fait, est très anti-néocon, n'est-ce pas? Et puis, l'effondrement a eu lieu 2 ans plus tard, pour des raisons liées, mais différentes. Eh bien, voulez-vous que je parle de la transition après la guerre froide? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui, d'accord. Eh bien, je veux dire, nous savons que l'Union soviétique rencontrait de sérieux problèmes internes à partir du début des années 70. Leurs taux de productivité économique ont diminué. En fait, ils ont connu un certain succès économique jusqu'en 1970. Mais après 1970, le monde communiste est principalement entré en régression, y compris en Europe de l'Est. Curieusement, la Corée du Nord est également entrée dans une certaine régression. Et le système économique a fonctionné de manière beaucoup moins dynamique et moins efficace qu'auparavant. Et je pense que c'est plus que tout ce qui a fait tomber l'Union soviétique. Un autre facteur, fortuitement, est que les prix de l'énergie ont baissé au milieu des années 1980 dans le monde entier, en raison de la conservation. Et la principale exportation de l'Union soviétique, et aujourd'hui de la Russie, était le pétrole et le gaz. Et donc cela n'a pas aidé non plus. Et donc je pense que les facteurs économiques, plus que toute autre chose, ont provoqué la fin de l'Union soviétique et l'ont rendue essentiellement non viable en tant que système. Reagan a été amené à l'idée que Gorbatchev était quelqu'un avec qui il pouvait traiter. Il ne fait aucun doute que Gorbatchev voulait vraiment mettre fin à la guerre froide. Je pense qu'il l'a peut-être fait parce qu'il était vraiment effrayé par la guerre nucléaire. Mais plus important encore, je pense qu'il était bien conscient du fait que l'Union soviétique ne pouvait tout simplement pas se permettre ces niveaux très élevés de dépenses militaires, compte tenu de ses problèmes économiques. Il voulait donc mettre fin à la guerre froide pour pouvoir détourner des ressources vers l'économie intérieure. On pourrait dire qu'il voulait suivre une politique de beurre plutôt que de canon. Et il voulait mettre fin à la guerre froide pour permettre cela. Il est remarquable de voir à quel point il était conciliant. En 1986, lors de la conférence de Reykjavik, il a proposé un désarmement nucléaire bilatéral avec les États-Unis et nous aurions probablement pu avoir un monde dénucléarisé. Reagan, à ce que je comprends, a initialement accepté cela. Il l'a peut-être fait en partie parce qu'il souffrait d'un déclin cognitif pendant cette période. Mais ses conseillers l'ont pris à part et lui ont dit que peu importe ce que fait l'Union soviétique. L'Union soviétique pourrait se désarmer, mais les États-Unis ne pourraient jamais renoncer aux armes nucléaires. Et donc, l'idée de dénucléarisation a été bloquée. Mais la guerre froide a bien pris fin, bien sûr. Le mur de Berlin a été effectivement démantelé à toute fin pratique en novembre 1989. Et cela est souvent considéré, à juste titre, comme la fin effective de la guerre froide. L'Union soviétique elle-même a pris fin 2 ans plus tard. Il y a eu un changement dramatique ici, à savoir que toute la justification du pouvoir américain était arrivée à son terme.
C'est un vrai problème, et il y a eu deux résultats à cela. Aux États-Unis, en premier lieu, il y avait une certaine exubérance et un certain sentiment de hubris que nous avions gagné. Et les néoconservateurs, en particulier, ont insisté sur le fait que cela justifiait toute leur vision du monde, que d'autres avaient pensé que, vous savez, la politique Carter-Reagan était trop conflictuelle. Je dis Carter-Reagan parce que les gens attribuent toujours toutes ces politiques à Reagan. Ce n'est pas vrai. Elles ont commencé avec Carter. Presque tout ce que nous attribuons à Reagan, eh bien, c'est exagéré. La plupart des principaux changements de politique que nous attribuons à Reagan en matière de politique étrangère ont commencé avec Carter dans ces 2 dernières années, en particulier sa dernière année. Néanmoins, les néoconservateurs ont insisté sur le fait que le virage dur vers la confrontation et la volonté d'accepter un certain risque de guerre nucléaire avaient porté leurs fruits, et que les États-Unis avaient gagné de manière asymétrique, sans perte de personnel américain. Bien sûr, nous avons été très proches de la guerre nucléaire à plusieurs reprises, notamment en 1983, lorsque l'exercice Able Archer a presque provoqué une guerre nucléaire par accident. Mais néanmoins, nous n'avons pas eu de guerre nucléaire, et les États-Unis ont simplement gagné. Et cela montre que nous avions raison depuis le début. Cela a donné un formidable élan au néoconservatisme et à l'idée que les États-Unis étaient désormais essentiellement en position de diriger le monde, ou du moins le pensions-nous. Les États-Unis n'avaient pas de challenger efficace après la dissolution de l'Union soviétique. La Chine n'était pas encore ce qu'elle est aujourd'hui. La Russie était à genoux économiquement. Elle avait encore des armes nucléaires, mais son armée fonctionnait à peine. Son économie est en profonde dépression au début des années 90. Et donc, Mais cela n'a-t-il pas également provoqué une nouvelle crise pour les néoconservateurs? Parce qu'ils doivent réjustifier cette approche d'une part. Et d'autre part, il y a cette autre tendance qui devient très populaire dans les années 80, d'abord aux États-Unis puis à l'extérieur, qui est le néolibéralisme, et toute l'idée de restructurer l'économie autour d'un modèle américain très particulier de marché libre. Cela commence alors aussi, dans les années 90, à semer le chaos en Russie et dans l'espace de l'ex-Union soviétique. Pouvez-vous en parler un peu? Mon livre, La révolte des riches, note que les mêmes lobbies qui ont fait pression pour un changement de politique étrangère faisaient simultanément pression pour un changement radical en économie, s'éloignant de l'économie dirigée, une sorte d'économie keynésienne, d'une période antérieure du New Deal étendu aux États-Unis, en faveur d'un type d'économie à la Milton Friedman, Friedrich von Hayek, qui a effectivement été imposé aux États-Unis vers la fin de la présidence Carter, accompagné d'un changement de politique étrangère, et dans une certaine mesure en Europe, surtout en Grande-Bretagne, bien sûr, sous Thatcher. Et puis, de plus en plus, cela a été imposé à la Russie. Une mission d'aide économique américaine a imposé une thérapie de choc à la Russie, une transformation radicale vers le capitalisme sans aide économique significative des États-Unis. Et ce fut une catastrophe. Vous avez eu une baisse spectaculaire du niveau de vie et de l'espérance de vie. Probablement, des centaines de milliers de personnes sont mortes de maladies liées au stress en raison des énormes pressions économiques de cette période, résultant de la thérapie de choc. Les Russes étaient très amers parce que, je pense de leur point de vue, ils pensaient que s'ils abandonnaient le communisme et leur statut de puissance mondiale, ils obtiendraient la prospérité à la place. Et donc, ils ont renoncé à leur statut de puissance mondiale et au communisme, et ils n'ont pas obtenu la prospérité. Je pense que la réaction de nombreux Russes a été de voir cela comme un problème américain, un complot pour affaiblir la Russie.
Je ne pense pas que c'était un complot, mais il ne fait aucun doute que les politiques américaines ont contribué à cela. Et cela a été le début d'une attitude négative de plus en plus populaire envers les États-Unis parmi le peuple russe. Jeffrey Sachs ne cesse de souligner cette anecdote, dans laquelle il décrit, parce qu'il faisait partie des Chicago Boys, ce club de néolibéralisation à l'étranger. Mais il insiste sur le fait que, bien qu'il ait fait des recommandations claires sur la façon de sauver l'économie polonaise et surtout la monnaie polonaise, et que cela a été immédiatement mis en œuvre lorsqu'il a fait exactement la même chose pour l'économie russe et le rouble russe. On lui a immédiatement dit de reculer. Nous ne sauverons jamais les Russes. Leur rouble ira à la poubelle. C'est essentiellement la politique des États-Unis sans le déclarer officiellement. Et il dit « J'étais naïf de croire que les États-Unis voulaient vraiment aider l'ancien rival, alors qu'en fait, il y avait une sorte de compréhension, sinon un plan, pour, eh bien, laisser la Russie saigner. » Pouvez-vous en parler? Dans son compte-rendu écrit, il a développé ce point et a noté qu'il avait eu une conversation avec Lawrence Eagleburger, qui était le secrétaire d'État, en disant que pour que cette politique de privatisation soit efficace, nous devons faire ce que nous avons fait en Pologne, c'est-à-dire obtenir un allègement de la dette et une aide économique des États-Unis. En gros, Eagleburger a ri au nez et a dit que les États-Unis verront toujours la Russie comme un ennemi, ou du moins comme un adversaire, peu importe ce qu'ils font, et qu'il n'y a aucun moyen que le Congrès l'approuve ou qu'il le recommande même. Cela est rappelé de mémoire. Je pourrais avoir certains détails incorrects, mais effectivement, c'est là que la conversation s'est dirigée selon son récit. Et donc oui, il n'y avait pas d'aide économique pendant cette période. Jeffrey Sachs, vous savez, a été l'un des critiques les plus éloquents et articulés de la politique étrangère des États-Unis ces derniers temps. Et vous savez, il en sait beaucoup à ce sujet, ayant été impliqué dans toutes les grandes décisions économiques tout au long de cette période. Et oui, il ne fait aucun doute que c'était aussi le début d'une profonde suspicion et hostilité russe envers les États-Unis. Une des choses que je tiens à souligner, c'est qu'en plus de l'arrogance et du sentiment d'accomplissement que j'ai mentionné, il y avait une anxiété au niveau de l'élite de la politique étrangère. Toute la justification de la présence américaine à l'étranger, ses centaines de bases à l'étranger, ses flottes à travers le monde, la justification de la CIA et d'une sorte d'État secret qui était nouveau dans la vie américaine, du moins avec la guerre froide, la justification des dépenses militaires élevées et de l'existence d'un complexe militaro-industriel permanent, pour utiliser l'expression d'Eisenhower. Tout cela avait été justifié par la menace soviétique. Il y avait cette menace énorme de l'Union soviétique, et il y avait toujours une implication que si vous éliminiez l'Union soviétique, si d'une manière ou d'une autre, par un processus magique, l'Union soviétique était effacée de la carte et cessait d'exister, nous n'aurions pas besoin de toutes ces choses. D'accord. Et donc l'histoire a effectivement fait cela. Comme nous le savons, l'impensable s'est produit. L'Union soviétique a été effacée de la carte. Et la Russie est devenue, du moins temporairement, non seulement un État ami, mais brièvement quelque chose de très proche d'un État vassal des États-Unis. Et vous savez, ce qui est remarquable, c'est qu'il n'y a eu aucun changement dans la politique étrangère américaine, ou du moins remarquablement peu de changements. Et je pense que ce n'était pas par accident, mais par conception. L'establishment de la politique étrangère, l'armée en uniforme, les services de renseignement et le complexe militaro-industriel étaient tous très inquiets pendant presque une décennie. Comment justifions-nous toutes ces choses au public? Comment justifions-nous l'OTAN en particulier? L'OTAN était le joyau de la couronne de la présence américaine à l'étranger.
Et officiellement, la seule justification était de prévenir une invasion soviétique de l'Europe. Et il n'y avait plus d'Union soviétique. Le pacte de Varsovie avait été dissous. Et donc, il n'y avait plus de raison d'être pour l'OTAN. Et vous savez, cela est devenu un peu une blague pendant quelques années. Je me souviens que Jane's Defense Weekly parlait de la façon dont ils essayaient de trouver de nouvelles justifications pour l'OTAN. Et l'idée était que l'OTAN pourrait peut-être intervenir en dehors de l'Europe quelque part. Et le terme était hors zone. Et la phrase qui était utilisée était soit hors zone, soit hors service. D'accord. Hors zone ou hors service. Et ils ne peuvent pas cesser leurs activités parce que c'est juste le spectacle doit continuer. Le spectacle doit continuer. The show must go on. Il y a évidemment une inertie institutionnelle. Les libertariens ont raison de dire que les institutions n'aiment pas cesser leurs activités. Et les puissants intérêts acquis derrière elles ne voulaient pas non plus cesser leurs activités. Ils ont donc dû trouver une nouvelle justification. Trouver une nouvelle justification pour le pouvoir américain est devenu un peu une blague. Le besoin d'un nouvel ennemi. Nous devons trouver un nouvel ennemi. Et les gens disaient à plusieurs reprises, à moitié en plaisantant, qu'ils regrettaient la guerre froide. Mais c'était qu'à moitié en plaisantant, parce qu'ils regrettaient vraiment la guerre froide. Et ils voulaient recréer la guerre froide. Évidemment, si vous cherchez un ennemi, vous finirez par trouver un ennemi. C'est le cœur, pour moi, de la pensée néoconservatrice, la dialectique, où ce besoin de l'autre significatif est du bien contre le mal, car vous devez toujours être du bon côté. Et nous allons maintenant passer à l'autre point dans un instant. Mais juste une dernière question sur les néoconservateurs, qui est leur itération actuelle. Parce que les années 1990 sont aussi un moment où soudainement, ce même monsieur, Kagan est apparu et quelques personnes autour de lui ont commencé à créer le projet pour le nouveau siècle américain. Quand une nouvelle version des néoconservateurs a commencé à résoudre le problème, même qui était autrefois l'objectif final de l'ancienne version, et qu'ils ont commencé à faire tourner une nouvelle version de cette idéologie néoconservatrice, pouvez-vous peut-être parler de Kagan et de sa femme, Nuland, et de quelques autres, leurs grands mentors, Wolfowitz, et où nous en sommes aujourd'hui? Wolfowitz était probablement la figure la plus importante pendant les années 90, je dirais. Wolfowitz, encore une fois, était une figure clé des néoconservateurs, un ancien conseiller du sénateur Jackson. Il était adjoint de Richard Cheney au département de la Défense au début des années 90. Et il a élaboré un nouveau plan pour la période post-guerre froide en 1992, appelé le document d'orientation de la planification de la défense. Il a été divulgué au New York Times, c'est ainsi que nous en avons connaissance. C'était un document très agressif qui disait essentiellement que l'effondrement de l'Union soviétique offrait aux États-Unis une situation presque inconnue dans l'histoire, inconnue de tout autre empire, à savoir qu'il n'y avait pas de véritable concurrent pour les États-Unis. Et les États-Unis ont la capacité d'établir une domination mondiale, je paraphrase ici, d'une sorte jamais vue auparavant. L'objectif de la politique américaine après la guerre froide devrait être de saisir ce moment, non pas de se replier, mais de saisir ce moment et d'établir cette domination mondiale en la projetant aussi loin dans le futur que possible, et d'intimider tout futur challenger potentiel, et de commencer à chercher des ennemis. Ils n'ont pas dit « chercher des ennemis », mais c'était le ton, car ils parlaient de la Chine et de la Russie comme d'ennemis potentiels. Ils ont même parlé de la nécessité de perturber l'unité européenne dans l'UMOR, parce qu'ils craignaient que l'Union européenne puisse être un challenger. C'est très significatif, car brièvement dans les années 90, les Européens envisageaient réellement la nécessité de défier l'hégémonie américaine, car il était considéré comme malsain
d'avoir essentiellement une dictature mondiale émanant de Washington. On pensait qu'aucun État européen n'était assez grand pour défier les États-Unis individuellement, mais collectivement. Il pouvait au moins défier l'Amérique en termes de domination économique et politique, sinon militaire. Cela aurait été un meilleur arrangement pour l'Europe et pour le monde que la suprématie américaine incontestée. Et donc la réponse à cela a été de perturber l'unité européenne en opposant les pays les uns aux autres. C'est ce dont il était question dans le document de la directive de planification de la défense. L'importance vitale d'empêcher l'Europe d'adopter une politique étrangère indépendante, ce qu'ils envisageaient, indépendante signifiant indépendante des États-Unis, faisant essentiellement pour l'Europe ce que Charles de Gaulle a fait pour la France à une époque antérieure. Et la nécessité non seulement de maintenir l'OTAN et d'insister sur le fait que l'OTAN avait une fonction, mais d'élargir l'OTAN aux anciens États communistes d'Europe de l'Est. Cela a été abordé pour la première fois, à ma connaissance, du moins en premier, dans le document de la directive de planification de la défense. C'était donc un document très agressif et expansif. Il est remarquable de voir à quel point le ton était condescendant et hostile, même envers des pays comme l'Allemagne et le Japon, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles sa fuite a été très dommageable, et pourquoi l'administration Bush a publiquement essayé de s'en distancier. Mais rétrospectivement, je pense que c'était vraiment la force directrice de l'ère post-guerre froide. Le document de la Defense Planning Guidance. C'était un plan néoconservateur, et il est encore très présent aujourd'hui. L'un des facteurs clés ici est le besoin d'un nouvel ennemi. Et encore une fois, si vous cherchez un ennemi, vous en trouverez un. Seriez-vous d'accord avec moi, en dernier point, pour dire que l'un des éléments idéologiques fondamentaux de la mentalité néoconservatrice est qu'il n'y a pas d'amis, seulement des vassaux et des ennemis? Eh bien, c'est un principe réaliste de base que, vous savez, Charles de Gaulle a dit, la France n'a pas d'alliés permanents et elle n'a pas de principes permanents. Elle n'a que des intérêts permanents. Donc ça n'a pas commencé avec les néocons en tant que tels. Je pense aux néocons, cependant, comme ayant un accent extraordinaire sur la force militaire, une force militaire agressive, et la nécessité d'utiliser la force plutôt que la négociation chaque fois que possible, et de le faire à la manière israélienne, de manière agressive et offensive.